Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03, merci d'être avec nous. Le salon aéronautique du Bourget ouvre aujourd'hui 54e édition. C'est le plus grand salon aéronautique du monde, 125 000 mètres carrés d'exposition, 325 000 visiteurs attendus. Inauguration ce matin par Emmanuel Macron. Alors les professionnels d'abord et ensuite le grand public. 158 avions exposés, 2500 exposants, 1130 entreprises françaises. C'est un énorme salon qui n'a pas eu lieu depuis plusieurs années maintenant à cause du Covid. Donc tout le monde est heureux, tous les spécialistes, les amoureux de l'aéronautique sont heureux de se retrouver au Bourget. Oui, mais l'aviation est peut-être un tournant puisqu'on parle moins de contrats aujourd'hui que de conséquences sur le climat. Oui, les professionnels s'interrogent. L'aviation pollue, on le sait. Que faire? Nouveaux carburants, nouveaux avions, augmentation des prix. Un voyage en avion deviendra-t-il exceptionnel? Nous allons ouvrir le débat entre 11h et midi avec nos deux invités. David Cormand, qui est député européen Europe Écologie Les Verts. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Jean-Baptiste Djebari, ancien ministre délégué au transport. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Et vous-même pilote? Absolument, toujours. Vous-même pilote, toujours. Donc pour une ONG, je crois, Jean-Baptiste Djebari. Aviation sans frontières, une très belle ONG. Aviation sans frontières. Bien. Nous allons débattre de l'aviation, de l'avenir de l'aviation, évidemment. Mais auparavant, je voudrais poser une question politique à David Cormand. Et oui, vous êtes député européen, Europe Écologie Les Verts. Je reconnais bien là, Jean-Jacques Bourdin. Tu fais de politique quand même. Mais oui, tout simplement parce que l'actualité politique commande après les propos tenus hier par Jean-Luc Mélenchon, qui souhaite toujours et qui insiste un peu lourdement, lourdement, je ne sais pas, mais dans tous les cas, il insiste, il souhaite absolument une liste commune de la NUPES ou de la NUP. Vous dites la NUP ou la NUPES, vous, David Cormand? NUPES. NUPES, bon. De la NUPES aux européennes. Vous dites toujours non? Oui, je dis non, parce que le sens politique de tout ça serait confus. Alors, après, moi, je prends au sérieux les propositions de nos partenaires législatifs de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Il faut assumer le partenariat que nous avons fait à juste titre en 2022. Et je ne peux qu'être respectueux du fait que la proposition est liée au fait que ce soit une ou un écologiste qui conduise la liste sur la base du résultat des élections européennes de 2019, donc plutôt à notre avantage. Après, je pense que ce serait une manœuvre un peu politicienne qui serait mentir aux Françaises et aux Français, parce que je crois que c'est pas un secret, les différences de vision que nous avons de l'Union européenne, de cet espace politique supranational, est très différent de la vision de Jean-Luc Mélenchon, qui est plutôt eurosceptique et très sur les questions nationales. Nous sommes au-delà des nations, nous sommes les écologistes fédéralistes. Même fédéraliste, toujours fédéraliste même, très fédéraliste, au niveau européen. Oui, et je pense que d'ailleurs les sujets dont on va parler par rapport à l'écologie, etc., commandent le fait que les solutions que nous avons envisagées, c'est pas à l'échelle d'un État-nation, c'est pas à l'échelle d'un pays qu'on fait la transition écologique. Et nous avons la chance d'avoir cette Union européenne qui est unique dans l'histoire du monde. Jamais dans l'histoire de l'humanité, des pays ont librement consenti de déléguer une part de leur souveraineté à une puissance qui les dépasse. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut préserver, même s'il y a des choses à changer dans l'Union européenne. Alors, bien entendu. Deux questions, et puis ensuite nous allons penser à l'aviation et parler d'aviation. Mais deux questions, la guerre en Ukraine, est-ce que là, vous voyez de profondes divergences et même de profondes différences, j'emploie volontairement le mot, entre les positions de la France Insoumise et les vôtres? Oui, elles sont connues, mais je ne veux pas surcaricaturer les choses, parce qu'en plus, je pense qu'il y a une différence entre... Vous avez des doutes sur leur positionnement? Non, enfin... J'ai des doutes sur leur positionnement collectif. Je pense que les positions de Jean-Luc Mélenchon et du parti auquel ils sont très attachés, qui sont les lambertistes, sur cette question-là, sont très différentes d'un certain nombre de militants de terrain de la France Insoumise. Et moi, je ne veux pas faire porter les turpitudes que peut avoir Jean-Luc Mélenchon sur cette question. Sensible aux sirènes russes? Non, je dirais pas ça. Je pense qu'il y a une conception géopolitique à Jean-Luc Mélenchon qui est historique et qui me semble plus d'actualité avec le monde dans lequel nous vivons, où d'autres blocs puissants se sont formés. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, l'Union européenne est à peu près notre seule chance de peser dans cette nouvelle puissance géopolitique qui vont essayer de s'accaparer les ressources, etc. Et donc, continuer à raisonner uniquement en franco-français, d'ailleurs, c'est cohérent. Et contre l'Union européenne, ça se décline.
par le fait que nous soyons faibles. Et quand on est faible, eh ben on est obligé d'être conciliant avec un certain nombre de dictatures, que ce soit la Russie ou la Chine. Moi, je ne crois pas qu'il faille que nous soyons conciliants. Je pense que nous devons être forts. Être fort, ça veut dire être européen. Bien. La migration, est-ce qu'il faut imposer aux pays de l'Union européenne d'accueillir des migrants à chaque pays? Je crois que ce qui est en train de se passer... Imposer, je dis bien imposer. Oui, j'ai bien compris votre question. Mais d'abord, je vais attirer l'attention de celles et ceux qui nous écoutent sur le fait que ce qui est en train de se passer avec les migrants va être une honte, une tâche indélébile pour l'Union européenne. Aujourd'hui, ce sont, vous l'avez peut-être vu il y a quelques semaines, la marine grecque qui remet sur des bateaux de fortune des familles dont des enfants, dont un bébé, en pleine mer. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de laisser mourir des femmes, des hommes, des enfants, des bébés dans la Méditerranée. Parce que nous n'avons pas le courage de faire preuve d'une solidarité partagée. Nous restons une puissance économique importante. Nous sommes des pays riches. L'Union européenne a les moyens de faire sa juste part en termes d'accueil, bien sûr, humain, mais je pense qu'il y a aussi là un enjeu géopolitique. La façon dont nous traitons ces populations sont en train de donner de nous, à juste titre, une image horrible dans un certain nombre de pays. Or, si nous voulons peser, si nous voulons être une puissance, d'abord, il y a l'enjeu humanitaire. Des êtres humains doivent être accueillis de façon inconditionnelle, mais même si cet argument ne l'emporte pas, il faut entendre un argument qui est du fait que si nous voulons être considérés, si nous voulons être respectés en tant que puissance politique, nous ne pouvons pas nous conduire comme nous sommes en train de le faire. L'Union européenne, ce ne sont pas des frontières, ce sont des valeurs. C'est au nom de valeurs humanistes que nous avons fait l'Union européenne et nous ne devons pas y renoncer comme nous sommes en train de le faire vis-à-vis des migrants. Bien, le trafic aérien progresse. C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Dites-nous, Jean-Baptiste Djebari. D'abord, il progresse après s'être effondré en 2020 avec le Covid. Donc on n'a pas tout à fait encore retrouvé les niveaux de 2019 et il progresse essentiellement dans les pays dits émergents, où de nouvelles classes moyennes par centaines de millions aspirent à se déplacer et donc à prendre l'avion. C'est le cas en Chine, c'est le cas en Inde, c'est le cas en Indonésie, c'est évidemment le cas dans des pays où les géographies ne permettent pas les avions à grande vitesse. Je pense à l'Australie ou même l'Amérique du Nord, dans laquelle l'avion est extrêmement développé et a retrouvé, pour le coup, son niveau d'avant Covid. Donc c'est une donnée. David Cormand dira peut-être que... c'est une bonne nouvelle pour vous? C'est une bonne nouvelle parce que ça... rend compte des libertés individuelles et moi je suis convaincu que l'être humain se déplace, y compris pour participer d'une forme de meilleure compréhension du monde et de pacification du monde. C'est une bonne nouvelle sous réserve effectivement que le poids de l'aviation dans les émissions de gaz à effet de serre, qui est aujourd'hui de l'ordre de 2,5%, qui va continuer de croître, puisque le trafic aérien va croître, arrive à engager et à réaliser cette décarbonation. Donc il y a un objectif qui est hyper clair maintenant, qui a été posé il y a à peu près 2 ans et demi à l'échelle du monde et singulièrement à l'échelle de l'Union européenne, c'est d'être neutre en carbone à horizon 2050. Et donc pour être neutre en carbone à horizon 2050, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, on doit faire émerger une filière de carburant durable pour l'aviation et j'expliquerai si vous voulez on va exactement ce que c'est. Puis les nouveaux avions, d'abord ceux qui les carburants, les nouveaux avions, l'avion à hydrogène demain. Et puis une forme de sobriété dans le voyage, si je puis dire. On va aussi en parler. David Cormand, c'est une bonne nouvelle? L'aviation qui se développe, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Je ne crois pas que ce soit une bonne nouvelle. Pour différentes raisons. La première raison étant la raison écologique, mais ce qui me choque le plus avec la façon dont, dans les faits, l'aviation se développe, c'est qu'elle est au bénéfice des plus riches. Aujourd'hui, on essaye de nous dire qu'il y a une démocratisation de l'usage de l'avion. C'est faux. C'est 1% de la population mondiale. 1% de la population mondiale qui est responsable de 50% des rejets de gaz à effet de serre de l'aviation. Donc on voit bien qu'une toute petite partie de la population mondiale, 70 millions de personnes, sur les 7 milliards que nous sommes, jouissent à 50% du transport aérien. Et le fait que les prix aient pu baisser avec le low cost, ça permet pas tant aux pauvres de prendre l'avion, ça permet aux riches de le prendre encore plus. Tout ça avec un véritable paradis fiscal, puisque l'aviation est le seul mode de transport aussi peu fiscalisé. Quand vous devez faire le plein de diesel pour aller bosser, parce que vous êtes obligé de le faire, vous êtes très taxé. Quand les plus riches prennent l'avion pour aller à Barcelone pour un week-end ou à l'autre bout du monde, parce qu'ils ont envie de le faire, le kérosène est taxé à 0. Le carburant des riches n'est pas taxé. Il y a une TVA préférentielle pour l'aviation. Alors que l'avion a un gros avantage par rapport à ses concurrents. Il n'y a pas d'infrastructure.
Un avion, il vole dans le ciel. Son infrastructure, c'est le ciel. C'est gratuit. Il n'y a qu'à fabriquer des aéroports. Ce qui est quand même très peu cher par rapport, par exemple, à une voie de chemin de fer. Donc il y a une concurrence déloyale pour un moyen de transport qui est le plus polluant de tous les moyens de transport. Il faudrait une heure et demie. Bon, d'abord, il y a évidemment une fiscalité de l'aviation, ça s'appelle les taxes et les redevances aéronautiques. Quand vous prenez un billet d'avion pour faire Paris-Nice à 100 €, vous avez à peu près la moitié, donc 50 € environ, de taxes et de redevances. C'est juste pas structuré de la même façon. Et effectivement, il y a eu un accord après la Deuxième Guerre mondiale pour que, et les pays, c'est marrant parce que David Cormand faisait louer l'Union européenne comme étant capable de se mettre d'accord sur des règles structurantes. Et justement, il y a eu une règle structurante, c'était celle qui a prévalu donc à la Convention de Chicago en 1944, qui disait que les pays, pour donner accès à l'ensemble des populations à l'aviation, se mettaient d'accord sur une absence de taxation du kérosène. En 1944. D'accord. Et en fait, la démocratisation de l'aviation s'est faite plus tard, dans les années 60-70. Donc il y a beaucoup de choses. Après, ce que dit David Cormand, c'est là où l'idéologie est très forte, mais je reconnais sa cohérence. C'est que ce que dit M. Cormand sur les inégalités, on peut tout à fait l'entendre. Ça s'applique à l'aviation, à la détention immobilière, aux voitures. D'une manière générale, les riches bénéficient de beaucoup plus de services que les moins aisés. Donc si on commence effectivement à appliquer votre idéologie, ça conduit aux propositions qu'a par exemple amené Jean-Marc Jancovici, c'est-à-dire qu'il faut commencer à interdire aux gens de se déplacer pour des quotas. Des quotas. Jean-Marc Jancovici, qui est ingénieur, tout le monde ne connaît pas Jean-Marc Jancovici, qui est ingénieur, spécialiste des questions environnementales et qui propose des quotas de 4 vols en avion dans une ville. Par une vie. Dans chaque ville, nous ne pourrions voyager que 4 fois. Non, mais c'est une approche. Voyager en avion. En avion, c'est une approche. Encore une fois, quand on commence à rentrer dans cette... Non, pour le coup, pas de sobriété. La sobriété, ça consiste à deux choses. Ça consiste effectivement, volontairement, éventuellement, à limiter ses déplacements par conscience écologique, ce que font déjà des personnes, y compris de mon entourage. Et deuxièmement, ça consiste à dépenser moins d'énergie, moins de carbone pour la même chose. Donc quand on fait des avions plus performants, on fait de la sobriété énergétique. Là, on est dans un modèle vraiment différent. On est dans un modèle coercitif, autoritaire, coercitif, qui vise à limiter les libertés individuelles des gens. Donc on change de régime politique. Vous êtes d'accord avec cette proposition de Jean-Marc Jancovici ? Non, moi ce que je dis, David Cormand. D'abord je ne reprends pas à mon compte la proposition de Jean-Marc Jancovici, mais si on veut regarder l'aspect coercitif, aujourd'hui, une part significative des habitants de cette planète, et de Français d'ailleurs, certains qui nous écoutent, sont déjà privés d'avion. Eux, ils rêveraient de faire 4 voyages en avion dans leur vie. Une majorité de gens sur Terre rêveraient de pouvoir prendre l'avion 4 fois dans leur vie. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est un privilège de riches. Et c'est la vie. Sauf qu'on ne peut pas dire, parce que le kérosène, et vous l'avez admis... C'est vrai du TGV aussi, monsieur Cormand. Le kérosène, aujourd'hui, est taxé à 0. Est-ce que c'est logique que le carburant de l'aviation soit le seul taxé à 0. Et quand vous dites oui, mais il y a des taxes ailleurs, mais pour le reste aussi, il y a des taxes ailleurs. Une voiture, en plus de l'essence que vous payez le péage. En plus de l'essence que vous payez l'assurance, vous payez une taxe. D'ailleurs, les taxes sur le péage vont augmenter. Hein. Vous avez vu ça péage d'autoroute. En tout cas, il y a une décision du Conseil d'État qui permet au gouvernement d'agir. Non, il y a beaucoup de taxes. En fait, c'est là où on compare toujours ce qui est incomparable. Il y a énormément de taxes, d'une manière générale, sur les transports. C'est vrai du transport aérien, taxes et redevances, ça va tous les transports. Et il y a énormément de subventions. Le mode de transport le plus subventionné en France et de très très loin, c'est le mode de transport ferroviaire. Ça n'empêche pas d'avoir des billets qui sont relativement chers, ça n'empêche pas au TGV d'être aussi pris de façon plus abondante par ceux qui sont les plus aisés. De plus en plus de monde dans les TGV, c'est vrai, avec des billets qui sont souvent plus chers malgré que toutes les les subventions qui sont extrêmement fortes. Sur la même destination. C'est pour ça pour aller à Biarritz, par exemple, je prends l'exemple de Biarritz, c'est plus cher en train qu'en avion. Oui, c'est pour ça qu'il faut que l'aviation paye son véritable coût. Moi, je serais pour, par exemple, que quand un avion fait une certaine distance, il paye la même redevance que doit payer la SNCF pour utiliser les rails. Pourquoi le TGV est si cher ? Parce que vous devez louer, vous avez été ministre des Transports, l'usage du réseau. Pourquoi le TGV est si cher ? Et donc, le TGV est si cher parce que le mode ferroviaire coûte extrêmement cher. Oui, c'est-à-dire que vous l'avez dit vous-même. Il est très avantageux d'un point de vue écologique. C'est pour ça qu'il serait normal. Quand on produit de l'énergie verte en Europe, le rail est extrêmement avantageux sur le plan écologique en opération, c'est-à-dire qu'effectivement, quand votre train électrique fonctionne, que votre électricité est produite de façon verte en Europe et en France. Et en France, on avait l'énergie nucléaire pour avoir un train vert et pas trop cher.
Je rappelle que le parti dont vous faites partie a contribué très largement à fragiliser l'énergie nucléaire en France. J'aurais bien voulu qu'on soit au pouvoir pour pouvoir vraiment le faire. La réalité, c'est que c'est pas nous qui avons été au pouvoir. Vous l'avez été plus que nous, Monsieur Djebbari. On pourrait se rappeler quand même allègrement les accords politiques avec les Verts qui ont conduit à la non seulement au sous-investissement. On peut faire un débat sur le nucléaire. Moi, je serais ravi de l'avoir. Non, on va pas parler de on peut faire un débat sur le nucléaire. Moi, je veux bien qu'on en parle. Non, on va continuer à parler d'aéronautique. Le train est cher. Mais regardez. C'est assez étonnant, mais il y a une actualité qui est assez, parlante pour comprendre en fait quelle idéologie et quelle solution. Alors attendez, je sais, vous avez parlé du Lyon-Turin. Absolument. Bon, on va en parler, mais 11h18, on va observer une petite page, parce que si on part sur Lyon-Turin, on a beaucoup de choses à se dire, mais bon, on va s'éloigner un petit peu. C'est un très bon sujet d'ailleurs. Mais c'est un très bon sujet de fret ferroviaire. Prendre l'avion pour aller à Turin aussi. Il est 11h19, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous continuons à parler d'aéronautique, mais petite parenthèse avec, pourquoi vouliez-vous parler du fameux tunnel Lyon-Turin? Non, parce qu'on parlait d'idéologie. Je pense qu'il y a deux idéologies qui s'affrontent. Il y a celle, effectivement, que moi je défends, qui est une idéologie de liberté et qui pense qu'on peut arriver à décarboner ces secteurs du transport par l'innovation technologique. Pas de façon béate, de façon éclairée et organisée. Et puis il y a l'idéologie, en tout cas la proposition politique de David Corman, qui considère que pour arriver à nos objectifs climatiques, la proposition doit être beaucoup plus autoritaire, organisée, etc. Et moi, ce que je constate, c'est beaucoup d'incohérences. Parce que quand on fait... Et donc, ce que disait David Corman, et là je suis d'accord avec lui, c'est que le mode ferroviaire est en moyenne plus écologique que le mode aérien, il faut le favoriser. Il n'est pas en moyenne, il est plus écologique que quand on fabrique de l'énergie. Il est plus écologique que le modèle aérien. Quand on fabrique de l'énergie électrique. Mais je sais bien que vous travaillez pour des gens qui disent qu'il faut que l'aviation soit, mais il faut rester factuel quand même. Mais quand vous voulez, on fait un débat factuel sur le carbone des modes de transport différents. Non, et je constate qu'à chaque fois qu'il y a un projet ferroviaire, donc plus écologique, les mêmes personnes dont vous faites partie, votre parti politique, en tout cas ceux qui vous représentent, notamment au niveau national, sont contre aussi des projets, soit des projets de ligne à grande vitesse ferroviaire. Il y a des ZAD, ou en tout cas des rassemblements qui se font jour un peu partout en France, soit des projets pour promouvoir et développer le fret ferroviaire, comme c'est le cas actuellement avec la ligne ou le tunnel entre Lyon et Turin. Donc, schématiquement, vous êtes contre tout. Faux. Non, vous êtes contre tout. Parce que vous utilisez des éléments de langage depuis tout à l'heure. Non, il faut que je connais bien le dossier pour l'avoir traité, donc ce n'est pas un élément de langage. Non, mais si vous connaissez tous les dossiers, non, mais je vais répondre. David Corman, d'abord, ça fait plusieurs fois que vous utilisez le terme, Monsieur Djebbari, d'idéologie. J'ai compris que c'est vos EDL, vous avez une petite fiche devant pour dire, pour moi, l'idéologie, c'est ceux qui continuent à penser qu'on peut maintenir le même modèle alors que tout est en train de s'effondrer. Il y a les méga-feux, il y a le changement climatique, il y a la biodiversité qui se casse la figure, et vous êtes là à dire... On peut continuer pareil en changeant de carburant. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. On va en parler. Moi, je dis qu'on se prête nouveaux avions, nouveaux carburants. Mais je vais pas vous laisser. C'est la force de l'idéologie de ne jamais cesser faire interrompre. C'est un débat. Je vous ai laissé développer. Alors, David Corman répondait sur le train, sur effectivement les lignes à grande vitesse et le Lyon-Turin. Bien sûr. Le Lyon-Turin, c'est un projet qui coûte combien, Monsieur Djebbari ? Plusieurs milliards d'euros. Vous savez que c'est un projet. Combien? Ah non, mais vous êtes ministre du. Il n'y a pas de problème. Entre 26 et 30 milliards. C'est ça. Quand vous voulez. Tous les chiffres que vous voulez. 30 milliards. Vous savez qui le finance? 30 milliards d'euros. Vous qui savez tout. Qui le finance? Ah bah nous. Vous qui êtes député européen. Nous? Non. Bah c'est qui alors? La France, l'Italie et l'Union européenne à 40%. C'est nous l'Union européenne, Monsieur Djebbari. C'est nous l'Union européenne. C'est de l'argent public. Oui, c'est de l'argent public. C'est que de l'argent public, c'est le nôtre. Donc, vous avez raison. Vous qui défendez notre attention là-dessus. Vous qui défendez l'Europe comme puissance supranationale. Pourquoi je suis opposé à ce projet à 30 milliards d'euros d'argent public payé par les contribuables français, italiens et européens? Parce qu'il y en a déjà une liaison Lyon-Turin. Il y a déjà une voie de chemin de fer. 4 fois moins capacitaire. Vous savez bien que les trains ne peuvent pas se croiser. Dès qu'il y a un train de voyageurs, c'est interdit. Il y a déjà une voie de Lyon-Turin qui a déjà été aménagée et qui correspond, qui est sous-utilisée par rapport à ce qu'on veut utiliser. Si on veut développer le fret, c'est pas en faisant ce nouveau axe qu'on a besoin. C'est de développer l'ensemble du réseau, l'Interland. Pourquoi les Suisses, les Autrichiens, les Italiens le font alors? Alors il y a une géographie un petit peu différente. En Suisse. C'est une infrastructure qui suffit de traverser les Alpes longtemps. Et nous, pour faire la liaison entre Lyon et Turin, nous avons déjà une voie de chemin de fer qui existe. Qui est 4 fois moins capacitaire. Qui a été construite en quelle année? Non, elle n'est pas sous-capacitaire. Mais évidemment qu'elle est sous-capacitaire. Peu importe, elle fonctionne. Qui a été construite en 1871, c'est ça? Ça marche très bien.
Pourquoi Oui. vous voulez en changer une autre? Mais Vous ça la marche pas très modernisez. bien. Pourquoi vous voulez en faire une autre? Elle suffit largement pour l'usage qu'on Mais en a. Absolument pas. suffisamment de fret quand même, non, sur cette Mais voie. ça n'a rien à voir avec le Lyon-Turin. Regardez, le fret, il est en train de stagner, voire de baisser partout. Pourquoi? Parce que les choix politiques qui ont été faits est de favoriser la route. C'est ça le sujet fondamental. Et donc la question du Lyon-Turin, c'est 30 milliards d'euros qu'on va filer à des grandes entreprises qui vont gagner beaucoup d'argent grâce à ce projet et qui ne vont pas améliorer le fret. Vous m'interrogiez sur les questions de... Si, la fréquence va être considérablement améliorée. Non, quand C'est même, surtout non un sujet de Non. capacité. Si on veut massifier le fret ferroviaire, ce qui est souhaitable, donc en gros, mettre Mais on les peut marchandises massifier les marchandises déjà. On peut qui passent. aussi, on peut aussi, sur cette voie de mais on chemin de peut fer. aussi en fait, prendre le problème l'avion avec- pour aller de Lyon à Turin. Le problème avec M. Cormand, c'est qu'il aurait. Enfin, encore une Et fois, sur on ne les peut pas li- être sur contre les tout. liaisons. C'est que vous êtes, Non, vous non, auriez été non, contre non. tout. Vous auriez été contre le canal David du Midi à Cormand, l'époque. Attendez. David Cormand, j'ai quand même deux questions, parce que sur Lyon-Turin, j'ai quand même deux questions. Comment se fait-il que les écologistes aient approuvé ce projet il y a quelques années, mais massivement approuvé, défendu pas ardemment, massivement, pas massivement. ardemment le projet? Oh, David Cormand, ne me dites pas le contraire. Écoutez, j'y étais, J'ai vu, c'est un parti que je j'ai connais, regardé. Non, mais attendez, j'ai regardé. Les écologistes ont défendu ce projet, Et vous dites même massivement. contre les écologistes italiens. Oui. Oui. Le problème, c'est que depuis des aménagements ont été faits, nous avons été convaincus par l'argument de l'existant. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas s'entêter sur les trucs. Mais vous avez quand même conscience vous que ce projet, il est lancé. C'est pas un projet, c'est un chantier qui a une trentaine de kilomètres qui est creusé. Vous C'est avez quand même. faux, mais c'est faux, il n'y a pas Mais- 30 km de creuset. Enfin, Mais j'ai on va visité le raconter chantier. n'importe Quoi. Enfin, Mais il c'est faut incroyable. se déplacer, sortir un peu de Paris, Oui, mais monsieur non, Cormand. mais- Allez visiter ce chantier. Il n'y a pas allez 30 km de creuset. allez Vous nous dites sous, ce matin, allez il y sous a le 30, sol. Vous nous dites, le tunnel a été creusé de 30 km. Il est creusé sur une quinzaine de kilomètres avec des travaux qui sont faits. Je comprends pas. Vous venez de dire que c'est 30. Monsieur Cormand. Bien. Il est creusé Enfin, de bon, quelques les kilomètres. travaux ont commencé. Pas du tout, Les de travaux quelques sont kilomètres. commencés. Les travaux, le tunnel de base plus les accès, ça fait une trentaine de kilomètres qui sont aujourd'hui en travaux. En travaux. Vous voyez, on n'arrête pas un chantier comme ça qui Ah est bon en travaux. Bien sûr Est-ce que ça permet de multiplier le fret ou pas? Un nouveau tunnel? Je ne crois pas. Je pense que le problème du Hein, c'est fret- la croyance. Monsieur Cormand, du haut de son micro, a Monsieur décidé qu'il ne Djebari, croyait pas. Le problème Il y a quand même du des fret- chiffres, des données scientifiques, vous savez. Non, oui, c'est ça. Beaucoup d'études qui ont Oui, été les données faites. scientifiques, vous Ouais. devriez Bon, lire davantage alors les on va rapports du revenir à GIEC, d'ailleurs, monsieur l'aéronautique, parce Djebari. que là on va pas trouver. On va revenir à l'aéronautique. Non, mais on Bon, pourrait parler alors, aussi des lignes à grande vitesse qui coûtent oui, là aussi alors, fort les cher. lignes à grande vitesse. Il faut faire ou pas du coup Bah, Parce que ça- selon non. vous, en fait, on a Une ligne en grande vitesse qui coûte des milliards, Donc, qui par vont faire exemple, gagner 10 000... Laissez-moi Bordeaux-Toulouse. tranquillement. Non mais soyons concrets. C'est Il y a que- Paris-Bordeaux en 2 heures. On va être concret. Paris-Bordeaux, 2 heures, c'est une ligne à grande vitesse inaugurée en 2017. On veut faire Bordeaux-Toulouse en 1 heure de plus, soit mettre Toulouse à environ 3 heures de Paris. L'alternative aujourd'hui, c'est l'avion que vous vilipendez. Donc, est-ce qu'on fait la LGV? Parce qu'on aura les mêmes problèmes. Vous savez, faire des rails, poser des rails, ça nécessite effectivement d'artificialiser des champs, Absolument. d'exproprier. Alors qu'il y a une voie existante. Il y a D'accord. déjà des voies existantes. Donc, la solution de Donc- M. Cormand, c'est on ne fait rien. Non, si on améliore l'existant, on conserve la voie monsieur Djebari, à 5 heures. Donc Toulouse solutions- reste à 5 heures de Paris les par le train. solutions qui m'intéressent, c'est les solutions qui, avec l'existant, permettent d'améliorer Ah, donc vous ne faites rien. Ah non, améliorer l'existant, c'est pas rien faire. Donc pas grand-chose. Améliorer Mais l'existant, est-ce c'est qu'on pas peut- rien faire. on est-ce reste- qu'il faut Vous améliorer avez- le temps pour aller de Paris à Toulouse? Eh ben, ou je vais pas vous dire, ça dépend. Si c'est pour gagner, comme c'est le projet actuel, 10, 15 minutes pour plusieurs milliards d'euros d'investissement, je trouve que c'est Mais de on l'argent aurait foutu en l'air. mais avec C'est vous, ça on que je aurait. pense. Ce qui est absolument dingue, c'est qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir un réseau à grande vitesse, qui est le fruit de décisions politiques d'il y a plusieurs dizaines d'années, qui nous C'est permettent très bien. aujourd'hui, C'est très bien. qui vous permettent aujourd'hui de faire la pub du TGV au détriment du mode aérien. Bien sûr. On envisage, et c'est plutôt bon pour la France, de compléter le réseau français à grande vitesse pour mettre Paris à 3 heures de Et qu'est-ce qui s'est Nice. passé depuis qu'on a développé les réseaux à grande Mon- vitesse, monsieur Djebari? Non, je finis. Qu'est-ce qui s'est passé Donc sur on le réseau envisage ferré- aujourd'hui. Oui, Attendez. Non, mais Non, mais j'ai laissez-moi pas- finir. Non, attendez, je vous laisse déjà Non, beaucoup non, parler. attendez. Donc, le on veut problème, c'est finir. que le développement On du veut TGV, finir sur le réseau à grande le vitesse problème justement de- pour des le réseaux problème du écologiques. TGV, le problème Et du vous, développement du TGV, vous c'est que êtes- ça a détruit un nombre de petites lignes du quotidien de façon Ça n'a absolument terrible. rien à voir. Mais bien sûr que si. Ça n'a rien à voir. Bah, écoutez, il y a quand même Les petites lignes du quotidien, ce sont les petites les lignes du investissements quotidien. qui ont été faits, c'est sur des grandes lignes qui Vous- relient les vous confondez métropoles entre elles. l'investissement. Et on a abandonné les territoires périurbains avec cette histoire. Vous On a confondez tout. abandonné les campagnes. Les petites gares dans les zones rurales ont été désertées. Pendant ce temps-là, on a favorisé les métropoles. Ah, vous Mais conf- c'est la représentation vous du monde confondez- qui est la vôtre. Non, non, C'est je un pense que monde vous confondez mondialisé où on peut aller où on veut en avion, où les grandes métropoles Dans le sont monde raccordées dans le avec monde des qui est le TGV, mien, dans le et monde où qui est le tous mien, les est-ce gens que qui font sont à la vraiment les gens? périphérie sont Donc oubliés. l'urbanisation. C'est pas la représentation du monde que j'ai. David Cormand, pensons aussi aux confondait tout, Françaises monsieur et aux Français qui ont envie de se déplacer.
et qui ont envie de mobilité, ils sont très heureux de trouver un TGV. Hein. Bien sûr, et ils sont très heureux aussi d'avoir des lignes du quotidien de proximité. Je suis d'accord. Ils sont très heureux de pas faire les deux d'ailleurs. Ah, mais ils sont très heureux de ne pas voir leur gare de proximité fermée. Quand j'étais député, j'ai été celui qui a relancé les petites lignes ferroviaires. Donc je connais à l'époque la proposition. Mais on va revenir aux avions. Vous pensez avoir on va revenir aux avions, je vous mettrai pas d'accord, ça j'ai bien compris. En ce qui concerne le TGV, la ligne Lyon-Turin, le fret, enfin bon. Sur les avions, j'en ai peur, monsieur. Les avions, sur les avions non plus. Mais sur les avions, je vais encore observer une pause, on a le temps, vous savez ici on a 1 heure en tout. On va parler des avions verts, d'hiver, on va parler des nouveaux carburants, on va parler de la recherche. Où est-ce qu'on en est? On va faire le point parce que c'est important de savoir. Il est 11h31, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, 11h34. Revenons à l'aviation avec nos 2 invités qui ne sont pas d'accord, vous l'avez compris. Mais bon, c'est le jeu. Invité, Jean-Jacques, on va se dire les choses quand même. Vous ne seriez pas invité. David Cormand est avec nous, député européen et Europe Écologie Les Verts, et Jean-Baptiste Djebbari, ex-ministre délégué au transport. Bon, alors, les avions, l'avenir de l'aviation. Est-ce qu'il y a un avenir pour l'aviation dite verte? Jean-Baptiste Djebbari. Non seulement il y a un avenir, mais le secteur de l'aéronautique, c'est un des seuls secteurs sur lequel les Français, les Européens, mais singulièrement les Français, ont une influence d'envergure mondiale. Avec Airbus, avec Safran, c'est à peu près 1 avion sur 2 qui volent et qui sont essentiellement français. On est moteurs. On est moteurs et on est essentiellement, mais pas que ça. Dominant commercialement aujourd'hui avec Airbus, avec Safran et les autres. Donc qu'est-ce que ça veut dire de verdir l'aviation sur cette première partie du siècle? Est-ce qu'on peut verdir l'aviation? Est-ce qu'on peut rendre les avions moins polluants? Ça veut dire 3 choses. D'abord, on peut remplacer le kérosène qui aujourd'hui est consommé dans les avions par des carburants plus propres. Alors, arrêtons-nous sur les carburants. Lesquels? Il y a 3 types de carburants. Aujourd'hui, on peut utiliser par exemple des huiles de cuisson usagées. C'est ce que fait par exemple Total à la Med. Donc on prend ces huiles de cuisson, on les rend évidemment très sécuritaires sur le plan de l'exploitation et on les mixe avec le kérosène existant et petit à petit on augmente la part du carburant, du biocarburant. Il va falloir manger beaucoup de frites quand même. Dans le kérosène, j'y arrive pour les frites. Dans le carburant existant. Et donc on a ce mixte. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est un peu la génération d'après, c'est utiliser les déchets agricoles et forestiers. Là aussi, on fait une synthèse chimique. C'est le même principe, sauf qu'on utilise la biomasse, donc les déchets agricoles et forestiers. La troisième, ça coûte évidemment un peu plus cher aujourd'hui. La troisième option, c'est de faire ce qu'on appelle des carburants de synthèse. Et donc là, ça devient vraiment intéressant. On prend par exemple de l'hydrogène vert qu'on a fabriqué. On prend du CO2 qu'on a éventuellement capturé et on refait un hydrocarbure de synthèse. Oui, sauf qu'il faut beaucoup d'électricité. Il faut beaucoup d'électricité pour faire beaucoup d'hydrogène vert. Mais c'est tout l'enjeu autour du développement de la filière que de produire beaucoup plus d'électricité et on aura besoin là évidemment. Donc pour ces 3 carburants, il n'y a pas d'autre solution. Si ça c'est la partie. Parce que le jour où nous n'aurons plus une goutte de pétrole, exactement. Ça c'est la partie. Les avions seront cloués au sol. On décarbone maintenant. Bon, ça c'est l'effet immédiat ça, et on peut décarboner jusqu'à 60-65% immédiatement en faisant augmenter la production des biocarburants. Ça, c'est les carburants. Ensuite, il y a la génération d'avions qui va... Non. Les carburants. Que dites-vous, David Cormand, sur les carburants? D'abord, par rapport à votre question, le seul avion vert, c'est l'avion qui ne vole pas. C'est enthousiasmant. Non, mais le problème, c'est que... La seule personne heureuse, selon David Cormand, c'est une personne qui ne se déplace pas. Non, si, vous savez, moi je suis sympathique pour qu'on se déplace, mais il y a plein de façons de se déplacer. On peut se déplacer différemment qu'en avion. Et je pense, par ailleurs, qu'il y aura toujours des voyages en avion. Pour aller en Australie, ça va être difficile, mais enfin, on peut aller en bateau. Oui, mais il faut... Qui pollue. Il est un peu terrifiant, votre nom, David Cormand. Non, il n'est pas terrifiant. Mais d'ailleurs, c'est quoi la proportion de Françaises ou de Français qui ont les moyens d'aller en Australie? Nous, on est en train de raisonner sur, excusez-moi, une élite de gens qui peuvent jouir du monde sans entrave. La réalité quotidienne des plus pauvres, c'est l'air dégueulasse qu'ils respirent. C'est d'ailleurs le bruit des avions, parce que c'est eux qui habitent aussi à proximité des aéroports. Moi, c'est cela aussi qui m'intéresse. C'est pas que ceux qui peuvent jouir des voyages en avion. Il y a aussi des familles qui toute leur vie économisent pour faire un peu le voyage familial de leur vie. C'est pour ça que je ne suis pas pour interdire l'aviation. Mais les chiffres aujourd'hui, c'est pas cela. On progresse. Les chiffres aujourd'hui, c'est que la grande majorité de ceux qui prennent l'avion, c'est ceux qui le prennent. Les carburants verts. Vous y croyez ou pas? D'abord, je commençais à répondre à votre question pour pas partir sur des solutions où la technique va suffire à éviter à poser des problèmes. En fait, l'avion, de toute façon, parce que vous avez la pollution de l'usage du carburant, mais vous avez d'autres pollutions induites. Donc ça peut pas être vert. Par contre, ça peut être moins polluant. Donc tout ce qu'on peut avoir comme gain, c'est très bien. Pourquoi je suis dubitatif sur les propositions des différents... je sais sur la plaisanterie, mais faire croire qu'on va faire voler massivement le trafic aérien grâce à de l'huile de friture
recyclés. Ce que je n'ai pas dit. C'est un des 3 exemples que vous avez donnés. En tout cas, c'est disponible maintenant. Donc, et vous savez que ça existe. Hein. Non, mais je sais bien que ça existe. Il faut le. Ça coûte cher à fabriquer. Hein. Non, mais ça coûte moins cher que les autres. Mais aujourd'hui, on peut augmenter. Plutôt que jeter l'huile de friture, c'est très bien si on l'utilise. Mais enfin, je pense qu'il faut être un peu sérieux sur le fait que c'est pas ça qui va permettre de faire voler nos avions. Si on veut être un peu conséquent sur cette affaire. Donc, qu'est-ce qui reste? Effectivement, l'hydrogène. Le problème, c'est que l'hydrogène, quelle que soit la façon dont vous le produisez, c'est très lourd à produire. C'est très énergivore à produire. Or, on va avoir besoin d'autres usages, puisqu'on va transférer aussi la modalité, la mobilité des voitures vers l'électricité. Raison pour laquelle il nous faut beaucoup d'énergie nucléaire électrique. Non, mais ça suffira pas, parce que, y compris... Non, mais le problème, c'est que vous êtes dans une logique de croissance continue en disant... Non, je suis dans une logique de réalité. Les faits avant les opinions, dans une logique de réalité démographique. C'est-à-dire que dans votre monde... Monsieur Djebari, vous n'avez pas le monopole des faits. Le monde que vous décrivez, c'est celui qui est en train de nous emmener à notre perte. Le monde que je décris, c'est un monde où il y a des vrais gens. Ce n'est pas des chiffres sur un bout de papier, des vrais gens. Vous qui, visiblement, avez arrêté de voyager, allez en Inde. Non, mais moi, je voyage pas mal. En plus, par rapport à mon mandat de député européen, je fais partie de ces grands privilégiés, absolument. Je fais partie des privilégiés. C'est toujours assez extraordinaire avec vous. Mais bien sûr. Mais au moins, vous avez le mérite, vous, de le reconnaître. Mais c'est pas une question de mérite. C'est une question de dire qu'il faut avoir conscience du privilège absolu vous qui avez conscience, que représente le voyage en avion et faire croire, comme vous le faites, qui avez conscience ce que des mensonge classes qui est que moyennes... tout le monde va bénéficier de l'avion, en fait, c'est juste faux. Et donc, la réalité de l'avenir de l'aviation, c'est une aviation où ça sera des voyages exceptionnel, qu'on fera également le voyage d'une vie, comme vous venez de le dire, ça c'est formidable et ça serait mieux que ça soit un peu plus démocratisé. Par contre, l'usage de l'avion, idéal, c'est le monde des années 60 en fait. Je vous entendais, je vous entendais défendre par exemple l'usage des jets privés, en disant qu'il y avait des gens pour qui le temps était très précieux et que c'était normal. Pas dit. Vous qui parlez de déformer les propos, et c'était normal. Le passage, il est tout à fait accessible pour ceux que ça intéresse. Alors je vais dire exactement. Attendez. Arrêtez de balancer les trucs comme ça. Alors finissez, Jean-Baptiste Djebari va répondre, puis vous reprenez. David Cormand. J'obéis, moi. Voilà. Ce que je disais, c'est que non seulement l'aviation d'affaires peut être à l'avant-garde de cette décarbonation, et oui, l'avion d'affaires est un outil de productivité. C'est ça que j'avais défendu pour notamment des chefs d'entreprise, des décideurs qui font plusieurs déplacements. Bref, c'est absolument pas la caricature qui m'intéresse. Pourquoi je vous rappelais ces propos? Parce que quand vous m'envoyez au visage le fait, Monsieur Cormand, vous ne vivez pas dans le vrai monde. Pardon? C'est vous qui vivez dans un monde. C'est vous qui. Mais pour vous, les vrais gens, c'est ceux dont le temps est tellement précieux que c'est normal qu'il y ait un jet privé. Ça, c'est pas le vrai monde, Monsieur Djebari. C'est pas la classe moyenne. Ces petites caricatures. Honnêtement, ça n'a aucun intérêt. C'est la classe moyenne, les jets privés. C'est la classe privée, les jets privés. On est sur les carburants. de l'idéologie. C'est pas l'idéologie, je vous parle de classe moyenne, ok, qui émerge par centaines de millions dans le monde. Vous qui voyagez, puisque vous êtes un grand privilégié, vous définissez comme tel, vous avez quand même conscience qu'on n'est pas tout à fait une île en France et qu'il y a des classes moyennes, des vrais gens qui vont aspirer à se déplacer et qui vont voyager, donc qui vont contribuer au développement du transport aérien partout dans le monde. Une fois que vous aurez accepté cette réalité qui n'est pas franco-française, enfin franchouillarde comme vous la défendez, vous comprendrez qu'il faudra verdir l'aviation. C'est pas du tout un souhait, c'est une réalité démographique. On fait quoi des gens? On les enferme, comme dans les régimes qu'on a connus il y a quelques dizaines d'années. C'est ça vos modèles. Vous voyez où vous en êtes dans votre argumentation. Non, je suis en train de dire qu'on a un problème de changement climatique et vous êtes en train de dire que je vais enfermer les gens. David Cormand, vous n'avez pas d'autre argument plus sérieux que sur les. On termine avec les carburants. On termine avec les carburants. Vous dites les carburants verts, c'est bien, mais c'est pas. Ça ne résoudra pas tous les problèmes. C'est pas une solution. Non, je ne crois pas que c'est une solution structurelle en réalité. Et d'ailleurs aujourd'hui, quand on parle de l'hydrogène, 90% de l'hydrogène aujourd'hui est d'origine carbone. Oui. Donc en fait, on est en train de raisonner sur des promesses de progrès techniques dont aujourd'hui, elles sont absolument pas développées. Le progrès technique, je pense que vous êtes responsable. Vous êtes pour l'hydrogène ou pas? Alors je suis pour le progrès technique. Oui. Le problème, Monsieur Bourdin, c'est que je ne confonds pas l'innovation et le progrès. L'innovation, c'est une modernisation de techniques. Ça, c'est très bien. Mais qui définit que c'est un progrès pour la société? Ça, c'est le débat démocratique. Toute innovation n'est pas mécaniquement un progrès. La bombe atomique, c'était une innovation. Est-ce que c'est un progrès pour les... Je ne crois pas. Donc parlons concrètement. J'ai un regard toujours démocratique et citoyen sur une innovation. Peut-être que la bombe atomique assure la stabilité du monde aussi. Hein. Ça, c'est un autre débat. En partie aujourd'hui. C'est un autre débat. Non mais David Cormand, c'est un autre débat. On pourrait l'avoir. Il faudrait encore une heure. Soyons concrets, par exemple, sur la filière hydrogène.
effectivement, l'hydrogène aujourd'hui, on produit l'hydrogène essentiellement en fracturant du gaz, donc c'est fossile, c'est pas bien. Mais demain, on pourra produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. C'est ce qu'on faisait en TP de 4e. On prend la molécule d'eau, on la casse et on récupère de l'hydrogène d'un côté, de l'oxygène de l'autre. Ça nécessite de produire beaucoup d'énergie électrique. Et aujourd'hui, pour produire de l'énergie électrique, on fait des éoliennes, du solaire et du nucléaire en France, du bas carbone. Ça nécessite de faire plus de production d'énergie électrique pour pouvoir produire de l'hydrogène. Ça, c'est de l'innovation technologique concrète. Est-ce que dans ce cadre-là, vous êtes prêt à produire plus d'énergie électrique, y compris à revenir sur votre dogme que je pense, vous savez, sur le nucléaire, vous avez un dogme qui a conduit... Vous n'avez pas de dogme pro-nucléaire. Non, moi je n'ai pas de dogme. Non, mais monsieur Djebari, Monsieur Djebari, moi j'essaye de respecter les positions des gens. Totalement anti-nucléaire. Quand vous dites idéologie, il change beaucoup quand vous dites dogmatique, c'est stigmatisant comme propos. Dogmatique, ça consiste à ne jamais douter. Avec vous. Bon, et vous ne doutez pas beaucoup. Messieurs, après, l'avion je pense que l'intérêt de l'hydrogène, pour répondre à l'hydrogène, l'intérêt de l'hydrogène, c'est précisément, et moi je pense qu'il devrait être réservé à ça, à stocker l'énergie renouvelable. L'intérêt de l'hydrogène, parce que le rendement énergétique de l'hydrogène n'est pas terrible. Oui. Pour beaucoup d'énergie, pour faire de l'hydrolyse, il faut le stocker, il faut le compresser ensuite pour pouvoir l'utiliser. C'est un des usages qui est intéressant. Le rendement énergétique n'est pas terrible. Et donc l'intérêt pour moi de l'hydrogène, c'est de pouvoir permettre, quand vous êtes en surproduction d'énergie renouvelable, de pouvoir stocker une partie, mais ça existe qu'on va déjà. Résoudre tous nos... Ah oui, c'est ça existe déjà. Bien, pensez qu'on va résoudre nos problèmes énergétiques en misant tout sur l'hydrogène, je pense que c'est faux. Il y a le carburant, mais il y a aussi l'avion en lui-même. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, 0826 300 300 si vous voulez vous mêler à cette discussion. Mais l'avion de demain, parce qu'on a parlé des carburants, mais est-ce qu'on peut imaginer des moteurs d'avion plus économes et de nouveaux avions qui seront... beaucoup moins consommateurs de kérosène ou autre carburant? La réponse est oui. D'abord, les avions consomment beaucoup moins qu'il y a 40 ans. Oui. Vous avez encore toute une flotte d'avions qui est assez ancienne. 75% des avions qui volent aujourd'hui dans le monde sont des avions de génération précédente. Oui. Donc, si l'ensemble des avions a été aujourd'hui achetés à nouveau, en tout cas modernisés, on gagnerait quand même beaucoup en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc d'abord, les avions modernes qui sont... Renouveler la flotte. Renouveler la flotte, disponibles aujourd'hui, ils sont beaucoup moins polluants. Airbus prépare le successeur de l'A320 à horizon 2030-2035, qui consommera encore 20% de moins. Et puis après, il y a effectivement les avions avec des technologies en disruption, comme on dit. Donc c'est l'avion à hydrogène. Et l'avion à hydrogène, c'est quoi? C'est un avion avec de l'hydrogène liquide stocké dans l'avion, qui peut être converti en électricité avec une pile à combustible, par exemple, ou qui peut être brûlé directement dans des moteurs adaptés. Et l'avion électrique? Et l'avion électrique, ça vole déjà. Ça vole déjà, j'ai vu. Il y a même une entreprise française. J'ai déjà volé sur un avion électrique. Et alors? Il y a 1 an et demi. C'est aujourd'hui des avions légers, donc qui emportent entre 2, 4 personnes, 6 personnes. Vous avez de plus en plus d'avions hybrides. Et l'avion électrique ou l'avion avec des piles à combustible, on pense qu'aujourd'hui, ce sont plutôt des avions qui transporteront entre 20 et 40 personnes sur des distances... Pas beaucoup de rayons d'action. Plutôt, par exemple, les vols intérieurs. Oui. C'est un bon, j'allais dire terrain de jeu, mais je ne vais pas me faire caricaturer mes propos, mais les vols intérieurs sont des bons candidats pour tester des avions électriques et hybrides. Je ne crois pas, parce que d'abord, mais vous le dites vous-même d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du transport de masse parce que c'est extrêmement lourd, des piles électriques. Aujourd'hui, peut-être que les piles seront moins lourdes à l'avenir. En tout cas, là, en plus, ce qui est fascinant, c'est qu'on a une discussion en disant à l'horizon 2040, à l'horizon 2050. Le problème, c'est que si on veut que notre planète reste juste viable, le délai d'action, c'est 2025, c'est 2030, c'est 2035. Donc moi, je veux bien qu'on parle du siècle prochain, de 2050, la deuxième partie. En fait, là, le niveau d'intervention qui est le nôtre, c'est du très court terme. Or, toutes ces technologies dont on parle, quand bien même elles fonctionneraient, et encore une fois, d'ailleurs y compris les entreprises françaises qui étaient sur l'avion électrique sont en train d'y renoncer, en se réorientant plutôt d'ailleurs sur l'hydrogène ou sur l'hybride, parce que en plus ça serait pour des vols intérieurs. On est Vous savez qu'on a volé le premier avion à hydrogène donc qui aimait poser des questions. Vous savez qu'on a volé ça va vous plaire, non mais il a volé en 1985 et était soviétique. C'était le premier avion à hydrogène et c'était à l'époque pour le coup une très grande innovation. Et pourquoi je dis ça? Non pas pour la référence au soviétisme, mais parce que ces technologies, elles sont démontrées. Aujourd'hui, le sujet, c'est de les industrialiser et de faire baisser leurs coûts. Mais on parlait tout à l'heure en antenne de la fusion nucléaire. Là, on parle de technologies qui sont lointaines, mais l'avion à hydrogène ou l'avion électrique ou l'avion hybride, ce n'est pas du tout compliqué sur le plan technologique. Il faut industrialiser et les rendre compatibles en coût
avec ce que peuvent payer les gens, notamment dans le prix des Aujourd'hui, billets. on se rend compte que C'est à l'objet. très court terme, c'est pas ça qui va se passer. Donc il y a besoin, je pense, pour y compris le lobby de l'aviation, d'essayer de donner à voir des perspectives à 25, 30 ou 40 ans. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Alors, c'est le vous, statu quo. David C'est ça qui est en Cormand, train de se passer. que C'est feriez-vous juste qu'on va aujourd'hui multiplier par Si vous deux. étiez au pouvoir, par exemple, que feriez-vous? D'abord, je pense qu'il faudrait, je vous l'ai dit, Supprimer en le début salon du d'émission, Bourget. Limiter Monsieur Guevara, limiter vous le savez, nombre moi, de vols. C'est vous Bon, qui voulez alors, supprimer allez-y, le droit de parole allez-y. des autres. Vous êtes David, je trouve David assez Cormand, virulent pour allez-y, quelqu'un qui attendez. est amoureux de la Jean-Baptiste liberté. Débary, j'ai Vous êtes posé une quelqu'un de question. très virulent, Bon, je trouve. Je Jean-Baptiste trouve que je suis Débary, beaucoup j'ai demandé plus David tolérant que Cormand. vous l'êtes. Alors, Enthousiaste dans le débat. que feriez-vous? D'abord, je vous l'ai dit, le juste prix. Moi, je ne suis pas dans la locution de l'un. Vous augmenteriez les prix. Mais moi, je ferais pour que Donc les prix augmenteraient. le kérosène soit fiscalisé à la même Donc les hauteur prix augmenteraient. que les autres carburants Donc, pour la voiture. les prix augmenteraient. Bien sûr, les prix augmenteraient conséquence. au juste prix. Ça, c'est la première chose. Bien sûr. Ok. C'est Ensuite, normal que quand vous Non, utilisez mais- quelque chose, ok. que ça soit au juste Ensuite. prix. Après, pour le coup, je serais pour que lorsqu'il y a une alternative par le train pour des trajets, oui, je réponds finissez. à votre question, Finissez. de 2 ou 3 heures, il n'y ait pas de Mais c'est ce liaison qui se passe. en avion qui soit... C'est non, déjà ce qui se passe non, depuis non. 2020. Non, ce qu'a fait M. Macron était d'ailleurs très habile, c'est que ça correspond à quasiment aucun vol. Donc là, il y a une nécessité où, pardon, mais on peut prendre Mais, 1 heure ou 2 dites-moi- heures de plus pour aller à un endroit sans que ça soit redhibitoire. Où va-t-on en France à moins de 2 heures en avion aujourd'hui en avion Quasiment commercial? partout à moins de 2 heures. En Moins de temps de 2 heures, vol, oui. en temps de vol, monsieur. Oui, Bourdin. en temps de vol. Quasiment tout, à Oui. part en Outre-mer, quasiment partout Oui, en moins de 2 heures. à peu près Mais là, partout. vous êtes- Je sais pas, Donc pour aller en Corse, c'est combien on supprime toutes les liaisons pour aller en Corse. Sauf en Corse, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas encore Alors, de pont pour aller en à train Nice, pour à aller Marseille, en Corse. Nice, Marseille, Donc, Toulouse. donc, oui, si moi je je suis résume, pour que là, parce qu'il y a des alternatives en train qui sont certes un peu plus longues. donc je résume, on mais ne fait plus qui sont- on ne fait plus de lignes à grande vitesse entre Paris mais et qui Toulouse sont, et Paris-Nice, mais qui et on ne fait sont- plus de train, plus d'avions non plus. mais qui sont votre proposition possibles. politique. Non, moi je suis Tout ça en rendant les Donc, billets et d'avion très après- pour chers. améliorer les Donc on relations supprime en ces train, liaisons, ok. je suis Partout pour- en France et je suis pour qu'on ailleurs les- dans le monde. Je suis pour qu'on légifère aussi parce qu'on n'en a pas parlé du fret aérien. Oui. Je pense qu'il n'y a aucune justification à faire, à part les produits de sécurité, des médicaments ou des choses comme ça, mais faire circuler des objets de consommation courante par avion, je trouve ça, parce qu'il faut que vous soyez livré un jour plus vite par tel Amazon ou quoi, je trouve Ça ça a bien absurde. aidé pour apporter Et les donc masques ça, quand même. Hein. je suis pour qu'on limite Ces avions fortement fret. ça. En plus, ça favoriserait notre économie européenne plutôt qu'importer de l'autre bout du monde nos productions. Donc, parce que l'aviation, c'est aussi quelque chose qui favorise cela. Quand on parle de délocalisation, quand on parle de mondialisation... Mais est-ce que vous ne trouvez pas que ça favorise les rencontres, que ça favorise au niveau culturel Est-ce que vous ne pensez pas que l'avion, c'est aussi pour Oui. l'être humain, Vous avez raison, Monsieur Bourdin, mais je crois vraiment que dans l'histoire Oui. de l'humanité, il y a beaucoup de rencontres qui se sont faites avant qu'existe la massification de l'aviation. Par ailleurs, encore une fois, j'insiste sur le fait, Monsieur Bourdin, que c'est une minorité de gens qui se croisent. C'est une minorité Vous de êtes gens un qui se privilégié, croisent. Raphaël le rappelle, que vous êtes un Bien sûr. privilégié, puisque vous allez souvent à Madagascar, c'est ça Alors, j'ai jamais été de ma vie à Ah bon. Madagascar. Bon, Donc, alors Raphaël Raphaël se se avec trompe. quelqu'un d'autre. Raphaël, J'ai déjà été à la Réunion, oui. à l'île de la Réunion, qui est David pas très loin, Cormand. mais j'ai jamais été à Madagascar. Raphaël, vous vous trompez, mon cher Raphaël. Oui, non, je n'ai pas dit qu'il allait souvent à Madagascar. Ah J'ai bon, dit que, alors. que J'y fais jamais, même. Qu'est-ce que vous me dites là alors? j'ai épousé une malgache. Je Ouais. suis un Français qui a épousé une malgache. Elle a donc la double nationalité maintenant. Nous vivons avec nos enfants à Bazas en Gironde. Et pour nous, c'est extrêmement compliqué déjà et très onéreux d'aller voir la famille de mon épouse à Madagascar. Eh oui. Alors comment faire? Et comment on fait? Et surtout, si on nous limite le nombre de vols, comme vous voulez le faire, enfin, donc vous empêchez les doubles nationaux de pouvoir retourner voir leur famille. Ah, alors là. Alors d'abord, c'est comment pas moi qui vais souvent à Non, Madagascar, c'est c'est pas vous. Raphaël. C'est Raphaël. Oui. Enfin, il essaie d'y aller. J'y vais Oui, pas mais non, souvent, mais hein, c'est pas un problème, mais c'est pour Oui, remettre oui. les choses en perspective. Oui, oui. Mais c'est vrai. C'est sûr que ça veut dire y aller, quand on y va, c'est exceptionnel. Ça ne sera pas usuel. Ça, c'est vrai. Mais par Ça, c'est exemple, je sais pas moi, un Guadeloupéen ou un Martiniquais. Alors qui ça, va retourner dans c'est un autre sujet, qui est le sujet de la continuité territoriale. Eh oui. Et donc, innover, Eh oui. y compris au niveau européen, il y a souvent des textes là-dessus. Et moi, je vote pour des dérogations sur la continuité territoriale, parce qu'il faut être cohérent. Comme la Corse. Si on souhaite, Comme la Corse. exactement, si on souhaite, et après ça c'est un autre débat, Oui. garder la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion comme des entités qui font partie de la France,
ça veut dire, et de l'Europe, ça veut dire ne pas qu'il y ait de rupture territoriale, et ça fait partie des cas où il faudra prévoir des exceptions, y compris là. Donc toujours des avions. Oui, mais c'est pour ça que je vous ai dit que je ne suis pas pour la fin de l'aviation. Ouais. Je suis pour dire que l'augmentation exponentielle, comme on nous la promet, de l'aviation, n'a pas d'issue positive si nous voulons que notre planète reste vive. C'est pas par plaisir. Si on pouvait prendre l'avion autant qu'on veut, pour pas cher, pour aller aux quatre coins du monde, pourquoi je serais contre ? C'est qu'en fait, quand on parle de science et de faits, les faits, c'est... Non, je vais pas tous les 4 matins, monsieur Djebari. Et, vous savez, mais quand on a des fonctions et qu'on est élu par les gens, c'est normal de faire ces trucs-là. C'est pour ça que quand vous dites que vous êtes sur le dogme... C'est toujours assez incroyable de... mais je ne pas pour mon plaisir. Vous avez raison. Pas pour mon plaisir. C'est toujours assez incroyable de prôner pour les autres des choses qu'on ne s'applique pas à soi-même, y compris dans l'exercice de ses fonctions. Mais vous rigolez ou quoi? Faites des visios, monsieur comment? Faites des visios. Mais on peut pas faire des visios. J'en fais plein. Il y a un certain nombre de trucs. Quand vous allez rencontrer le Trésor américain pour parler, y compris de la transition écologique, vous pouvez pas le faire par visio. C'est génial de donc vos restrictions ne s'appliquent qu'aux autres. Bon, non. C'est génial. Allez, merci messieurs. Si vous voulez avoir le dernier mot là-dessus, je pense pas que ce soit votre avantage, mais je vous le laisse. Bien, merci messieurs. Merci d'être venus nous voir 11h57 sur Antenne de Sud Radio. Merci David Cormand, merci Jean-Baptiste Djebari, merci. Il est 11h57. Allez, nous allons parler de toute autre chose après les infos de midi.